effectivement, je vais parler d'ethnomathématiques. Alors ça tombe bien parce que j'ai vu qu'on avait parlé au départ d'ethnobotanique et j'ai vu dans un des derniers slides, qui est marqué ethnopharmacologie. Donc qui sont sûrement des pratiques de la pharmacie et de la botanique en milieu culturel. Et alors c'est censé être mieux là, non? Ça va venir, d'accord. Ok. Donc je vais vous parler des dessins sur le sable du Vanuatu, donc qui est une thèse que je mène donc dans un cadre ethnomathématique. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement ce que sont les ethnomathématiques et puis après très rapidement je vous donnerai des exemples des analyses que j'ai menées. Donc les ethnomathématiques sont un champ disciplinaire relativement jeune, fin des années 70. Les premiers travaux et textes fondateurs sont apparus. Et on part du principe, donc on appelle ça un paradigme, on part du principe que les mathématiques sont culturellement situées. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas les mathématiques de la même manière à tous les endroits du monde. Et que si les mathématiques sont universelles, c'est justement parce qu'il y a une variabilité culturelle. Voilà, ça c'est le paradigme de départ des ethnomathématiques. Alors on peut l'inscrire dans ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la science qui réfléchit sur la science elle-même, qui comporte plusieurs branches, la philosophie des mathématiques par exemple, l'histoire des mathématiques qui s'intéresse à la variabilité historique dans le temps, la pratique des mathématiques, et donc les ethnomathématiques. Alors la forme initiale en fait qui mène mon travail, c'est quelle forme prennent les idées mathématiques dans les sociétés de tradition orale. Si on pratique les mathématiques partout dans le monde, on doit bien aussi pratiquer les mathématiques dans des sociétés sans forcément avoir recours à l'écriture. Ce qui est une sorte de paradoxe, puisque qui dit mathématiques dit sémiotique, symbolique, et que faire ou quelle forme ça peut prendre quand on n'a pas recours à l'écriture. Donc voilà, ça c'est l'idée de départ. Donc ma thèse, c'est de montrer que les dessins sur le sable sont une forme, en fait, d'idées mathématiques. Voilà. Alors comment j'organise mon travail pour essayer de montrer ça? J'ai tout d'abord eu accès à à plusieurs corpus de dessins sur le sable. Je vais vous en montrer quelques exemples juste après. Et puis j'essaye de décoder un petit peu l'activité. Alors j'ai mis entre guillemets décoder parce qu'il faut bien comprendre je vais vous expliquer ce que ça revêt. Donc j'essaye de regrouper les dessins par critères. Je vais vous expliquer. D'essayer de repérer l'aspect algorithmique, répétition d'opérations, vous voyez, qui arrivent dans les dessins. Et puis essayer de voir s'il y a des dessins qui sont obtenus comme opération entre des dessins qui existent déjà. Alors ça, c'est une photo qui vient alors vous avez peut-être déjà vu du dessin sur le sable si vous êtes allé au Vanuatu. Donc ça, c'est un dessin assez emblématique, c'est la tortue. Alors c'est la tortue d'Ambrine, il me semble. Voilà. Alors comme je pense que c'est quelque chose d'assez visuel, donc je vais vous montrer une vidéo d'un dessin qui s'appelle Bulbulagon, voilà, et donc qui a été prise à Ambrime. Hein? Bulbulagon. Bulbulagon. Bulbulagon? Ok. Argon. Donc la personne trace une grille qui va lui servir de repère pour pouvoir faire son dessin. Et elle démarre le dessin. Alors si vous regardez bien, il faut bien regarder où elle a démarré son dessin. Et vous allez voir qu'elle ne lève pas le doigt, sauf à de rares exceptions, et qu'elle ne repasse jamais sur un trait déjà existant. Alors elle peut croiser un trait qui existe, elle est en train de le faire là, mais elle ne va pas repasser deux fois sur un trait qui existe déjà. Alors là elle repasse, mais bon c'est purement ornemental, elle pourrait ne pas repasser. Là elle revient. Et le dessin va bientôt se finir, vous voyez, elle est revenue exactement à son point de départ. Alors ça, c'est une des caractéristiques des dessins qu'on peut retrouver dans beaucoup de dessins sur le sable du Vanuatu, c'est-à-dire que le doigt revient à son point de départ. Alors ça, si vous voulez, du point de vue du mathématicien, c'est assez fascinant parce que c'est un problème en fait qu'on connaît déjà depuis le XVIIIe siècle et qu'on peut traiter comme un problème mathématique étant déjà existant.
Alors, je vous ai dit que j'ai eu accès à... J'ai pris un corpus. Alors, ces dessins sur le sable, en fait, ont été enregistrés. Il y a eu des ethnographies de dessins sur le sable. Mais un des plus intéressants est celui qui a été fait par Deacon. Alors ça... Voilà, ça c'est une photo qui m'a été envoyée par le Royal Anthropologist Institute, qui est une reproduction d'un relevé qu'a fait cet anthropologue dans les années 20, il était au Vanuatu, et il a eu l'idée absolument géniale de numéroter les arêtes. Vous savez, comme quand vous faites un dessin, je vois qu'il y a des enfants ici, donc vous avez des séries de points qui sont numérotés, puis il faut relier les points les uns après les autres. Et ben, l'idée de cette numérotation, c'est exactement celle-là, c'est de pouvoir reconstituer le dessin à partir de cette numérotation. Et ça, pour le mathématicien, si vous voulez, pour l'ethnomathématicien, c'est absolument fabuleux, parce que du coup, ça nous permet de comprendre et de refaire nous-mêmes le dessin, et essayer d'expliquer comment peuvent être faits ces dessins. Donc, je vais vous montrer en fait à partir de deux exemples. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment je fais pour essayer d'analyser ces dessins. Donc je vais vous montrer un premier exemple qui s'appelle l'arbre à pain. C'est un dessin assez emblématique et assez simple, je pense, pour comprendre l'idée qu'il y a derrière ces dessins. Alors, je pense que vous savez tous faire un trèfle sans lever le doigt. Vous pouvez faire par exemple un 8 et faire un deuxième 8. Bon, d'accord. Donc ça c'est relativement facile. À partir de ce trèfle que vous avez réalisé, vous pouvez faire quelque chose qui est une sorte de variation, si vous voulez, de ce trèfle. Vous faites votre 8, votre premier 8. Vous démarrez votre second 8, mais au lieu de revenir par la partie rouge ici, vous passez par en dessous. Et vous remontez jusqu'à la deuxième branche qui serait la deuxième branche du deuxième 8. Et arrivé ici, vous repartez sur la deuxième branche, et donc vous repassez par au-dessus, et vous revenez au point de départ. Donc ça, on peut dire, dans un sens mathématique à préciser, que c'est une sorte c'est équivalent, si vous voulez, au trèfle que j'avais au départ. Voilà. C'est simplement une variation, vous voyez, visuelle de mon trèfle de départ. Alors, c'est équivalent, sauf que ici, quand même, j'ai fait apparaître des croisements. Bon, voilà, ça fait, vous voyez, ça fait un dessin légèrement différent. Et si vous regardez l'arbre à pain, et avec la numérotation qui est donnée par Deacon, donc voilà ce dessin, vous voyez qu'en fait, c'est exactement ce que j'ai décrit. Vous voyez, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il doit y avoir 6 que j'ai oublié, 6, 7, 8, alors 9, on tire droit, 10, 11, et on revient. Et on revient au point de départ. Vous voyez, vous êtes parti. Alors ici, c'est un dessin assez simple. Hein. Il y a un seul point en fait qui joue le rôle dans la grille, enfin c'est une grille très simple, une ligne verticale et une ligne horizontale. Et donc on peut, dans un certain sens à préciser, imaginer, si vous voulez, que lors de sa création, ce dessin a pu, je dis bien a pu, ce sont que des hypothèses, a pu être vu comme une variation de ce trèfle de départ. Alors, bon là je le dis sur un seul exemple, mais j'ai plusieurs exemples, si vous voulez, où je suis capable de dire que sans doute ce dessin, l'arbre à pain, est une variation d'un trèfle. Alors, je vais vous montrer un deuxième dessin, alors qui est nettement plus complexe, mais là je vais vous montrer l'analyse que j'en ai faite. Alors là, on ne va pas s'amuser à reprendre tout le dessin avec toutes les arêtes. Vous voyez, vous avez 60 jusqu'à numéro 60 ici. Mais par contre, on va regarder dans ce dessin, il y a 4 cercles. Et à partir de ces 4 sets, on va essayer de reconstituer le processus qui permet de faire ce dessin. Alors, vous voyez, si vous prenez 4 cercles que vous intersectez comme ça en un point central, bon, alors si on reprend le problème du dessin sur le sable comme je vous ai montré au départ, est-ce qu'on est capable de dessiner ce motif dans le sable en traçant continuellement les cercles sans lever le doigt et sans jamais repasser par un trait qui a déjà été dessiné? Alors, la réponse est oui. Et la réponse est oui, je vous ai dit tout à l'heure que c'était des problèmes que les mathématiciens connaissaient depuis le XVIIIe siècle, puisque en fait c'est un problème de théorie des graphes qui consiste à chercher un chemin qu'on appelle eulérien en référence à Euler, qui est un des premiers, enfin probablement le premier historiquement à avoir mis en place la notion de graphe. Et en fait, pour savoir si on peut faire ce dessin sans lever le doigt, je suis sûr que vous avez tous fait un jour le dessin de l'enveloppe ou de la maison
sur une feuille sans lever le doigt, bah, c'est exactement le même principe. Ici, on sait qu'on pourra partir d'un point que vous voulez, celui que vous voulez, celui-là, 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 et que vous allez pouvoir dessiner ce dessin sans lever le doigt. Pourquoi? Parce que si vous regardez le nombre d'arêtes qui arrivent sur chacun des sommets ici, eh bien, il y a un nombre pair. On appelle ça le degré, le nombre d'arêtes qui arrivent sur chaque sommet. Si vous regardez ce point, par exemple, il y a 4 traits qui arrivent, donc celui-là est degré 4. Celui-là de degré 4, celui de degré 4, celui de degré 4, celui-là de degré 8. Donc, comme ce sont que des degrés pairs, on sait d'après Euler que ce dessin est réalisable. Alors, je vais vous montrer une animation donc, qui va dessiner ces 4 cercles pour expliquer le point commun éventuellement et aussi la différence par rapport au dessin qu'on réalise sur Vanuatu. Alors, il faut que je puisse accéder à la pause, voilà. Alors, c'est allé un peu rapidement, il faut que je fasse une explication, il faut que je revienne. Voilà. Donc, vous dessinez un premier cercle, et puis vous enchaînez sur un deuxième cercle. Très bien. Là, vous voulez partir sur le troisième cercle, un des troisièmes cercles en tout cas qui reste à faire. Bon, arrivé ici, vous n'allez pas pouvoir repartir dans cette direction. Vous voyez, vous avez fait ça, ou dans l'autre sens, je ne sais plus, dans ce sens-là. Bon, et bien ici, vous allez être obligé en fait de faire un changement de direction. Et ça, assez étonnamment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas apparaître dans les dessins sur le sable du Vanuatu. C'est très rare. On s'arrange toujours en quelque sorte, comme si c'était une volonté, vous voyez, de ne pas changer de direction. Le doigt doit. Alors ça peut s'expliquer aussi par la réalisation. Si vous essayez de faire du dessin sur le sable, bon, c'est plus facile d'aller tout droit, si vous voulez, que tout d'un coup de faire un changement de direction avec votre bras dans le sable. Vous voyez. Bon. Alors, je vais vous montrer comment, en quelque sorte, ce problème est contourné, ce changement de direction. On va prendre un autre dessin qui n'est pas exactement un dessin sur le sable, mais qui est un dessin qui est très très proche de dessins qu'on retrouve dans le corpus de Deacon. Alors, c'est une figure, je me trompe voilà, que j'ai appelée SAW réalisable. Alors, Straight Ahead Walk réalisable. Ça veut dire que vous allez pouvoir non seulement dessiner ce dessin sans lever le doigt, mais en plus sans jamais en quelque sorte changer de direction. Alors, SAW, c'est un terme de théorie des graphes, et donc il faudrait vraiment que je rentre dans les détails pour expliquer, mais voilà, c'est ça que ça veut dire en grosso modo, c'est que vous allez pouvoir dessiner sans avoir à changer de direction. Alors, comment vous allez procéder? Vous allez en fait faire 4 motifs. Et c'est ça, c'est un peu, voilà, ça c'est vraiment un exemple que j'ai choisi parce qu'il explique assez bien comment j'essaie de décoder ces dessins. Vous allez faire un motif assez simple, vous voyez, que je vais faire ici. Vous allez faire, alors vous pouvez faire en 2 fois, vous pouvez faire le cercle ici, partir d'ici, revenir, faire la petite boucle et vous arrêtez là. Et ce motif, celui-là, vous allez faire 4 fois de suite. Une première fois en bleu, hop. Après vous allez faire le même, mais en rouge. Vous voyez, hop. Vous allez faire le même en vert, hop, 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 et après vous allez faire en cyan. Vous voyez, alors j'ai fait la figure pour vous montrer. Et si vous voulez, vous le faites, votre doigt ne change jamais de direction. Vous voyez, c'est continu. Il n'y a pas de rupture de direction. Vous voyez, on traverse effectivement la courbe. On traverse la courbe, mais on n'a pas de changement de direction. Vous voyez, on continue. Notre doigt ne s'arrête pas. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que cette figure, finalement, au final, elle est complètement symétrique. La plupart du temps, les figures de dessin sur le sable qu'on le trouve, il y a une volonté de les réaliser symétriques. Ce qui est fascinant, c'est que la symétrie n'apparaît pas tout de suite. Vous voyez que si je relance ce dessin, au départ, c'est pas du tout symétrique. Vous voyez, on fait un côté, puis on fait l'autre côté. C'est par itération successive, vous voyez, que la symétrie se dessine, mais elle n'arrive finalement qu'à la fin, en fait. Et ça, c'est relativement fascinant. Et ça, bon, ce dessin que je suis en train de montrer est relativement simple, si vous voulez, mais il y a des dessins extrêmement complexes qui laissent vraiment pantois. On se dit, il y a vraiment eu une volonté, une ingéniosité pour arriver à cette symétrie en respectant cette règle de toujours aller tout droit. Et je vais finir donc, je vous ai montré un dessin tout à l'heure qui s'appelait l'igname.
Bon, et ben, j'ai dans mon travail, en fait, je m'amuse, j'allais dire je m'amuse, mais il y a une volonté derrière, c'est de programmer ces dessins. Les animations que je vous montre, en fait, je les ai construites aussi, en quelque sorte, pour coller le plus possible à la pensée du dessinateur. Dans les algorithmes que j'ai faits, l'algorithme est construit de telle manière à ce que, d'une certaine manière, on puisse comprendre aussi comment se réalise le dessin. Donc, ce sont des programmes assez longs, je ne vais pas rentrer dans les détails, je les ai réalisés avec un langage qui s'appelle Python. Et donc, j'ai réalisé une modélisation du dessin qui s'appelle Lignam, que vous avez vu au départ. Voilà, j'ai mis assez en accéléré. Alors, c'est assez proche du dessin que je vais vous montrer, un peu plus compliqué. Il y a un motif de base et c'est exactement la même idée. On va le répéter 4 fois. Vous voyez, donc on fait les 4 morceaux de ce dessin. Voilà, et on arrive à... C'est dommage. Bon, je remonte pour le... Et on revient au point de départ. Là, j'avais... ça se repart. Bon, non, on va arrêter là quand même. J'ai bien ce dessin, mais quand même.